Charles Darwin. Rien que le nom, on pense tout de suite à la théorie de l'évolution, bien sûr. Mais l'homme, lui, derrière cette idée qui a littéralement tout changé, eh bien il était beaucoup plus complexe que ça. Et au début, il était complètement perdu. Oui, parce qu'avant de devenir cette figure immense de la science, le jeune Charles, c'était un peu le genre de garçon qui ne savait pas quoi faire de sa vie. Son père, qui était un médecin très respecté, était mort d'inquiétude. Il voyait son fils négliger ses études et passer son temps à chasser ou à collectionner des scarabées, pas vraiment le parcours idéal pour une carrière respectable à l'époque. Alors, la question est là, fascinante. Comment est-ce qu'un homme qui se préparait à devenir pasteur a pu, au final, réécrire toute l'histoire de la vie sur Terre? C'est l'histoire qu'on va explorer. Parce que l'histoire de Darwin, justement, ça ne commence pas avec un éclair de génie. Ça commence avec un jeune homme qui refuse la voie qu'on a choisie pour lui. Imaginez, on l'envoie à Édimbourg pour faire médecine. Sauf que les cours, ça l'ennuie à mourir, et la chirurgie, à l'époque, c'était d'une brutalité sans nom, ça le dégoûtait. Non, sa vraie passion, elle était dehors, dans la nature. Il passait son temps à apprendre la taxidermie avec un ancien esclave affranchi, John Edmonstone, ou à explorer les plages pour dénicher des petits invertébrés marins avec le docteur Robert Grant, qui était déjà un partisan de ces idées un peu folles, l'idée que les espèces pouvaient se transformer avec le temps. Et puis, au milieu de tout ça, une opportunité se présente. Une de ces occasions qui n'arrive qu'une fois, et qui allait non seulement changer sa vie à lui, mais aussi notre façon de comprendre le monde. Le voilà, le fameux HMS Beagle. Ce voyage de 5 ans autour du monde, à la base, ce n'était pas du tout une expédition scientifique révolutionnaire. Non, c'était une mission de cartographie, tout simplement. Il devait relever les côtes de l'Amérique du Sud. Mais pour le jeune Darwin, qui avait à peine 22 ans, c'était bien plus que ça. C'était l'aventure de sa vie. Et pendant ce voyage, petit à petit, les pièces d'un immense puzzle commencent à se mettre en place. Au Cap-Vert, par exemple, il voit des coquillages fossilisés très hauts dans des falaises. Ça colle parfaitement avec ce qu'il lit, la théorie de Charles Lyell, qui dit que la Terre change très très lentement. Plus tard, en Patagonie, il trouve des fossiles de mammifères géants. Question, pourquoi ces bêtes ont-elles disparu pour être remplacées par des animaux qui leur ressemblent? Et puis bien sûr, il y a les Galapagos. Là, il remarque que les oiseaux, les pinsons, les moqueurs sont un peu différents sur chaque île. Chaque observation, c'est une question en plus. Une pièce qui ne colle pas avec l'histoire officielle. Il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. La science, la version officielle, disait que les espèces étaient fixes, créées une bonne fois pour toutes, et voilà, elles ne changent pas. Mais tout ce que Darwin voyait, ça ne collait pas du tout. Il voyait des liens évidents entre des animaux disparus et ceux qui vivaient là. Il voyait que la Terre elle-même était en mouvement constant, et ça n'avait aucun sens si les espèces étaient fixes. Le doute, un doute énorme, commençait à s'installer dans son esprit. Quand il rentre en Angleterre, ce n'est plus le même homme. Forcément. Toutes les questions qu'il a accumulées pendant son voyage le hantent littéralement. Et elles vont le pousser vers une idée. Une idée à la fois géniale et incroyablement dangereuse pour l'Angleterre victorienne. Et là, c'est le moment clé. On est en 1837. Dans un de ses carnets privés, secret, il fait ce petit croquis. Juste un arbre qui se ramifie. Mais ce n'est pas qu'un dessin, c'est une idée explosive. Toute la vie sur Terre est connectée. Tout descend d'un ancêtre commun. Et au-dessus, il écrit juste 2 petits mots, je pense. On sent à la fois l'audace de l'idée et la prudence de l'homme. Ok, donc la vie évolue. Mais comment? Il lui manquait le moteur, le mécanisme. Et ce mécanisme, il va le trouver et l'appeler la sélection naturelle. L'idée est d'une simplicité presque déconcertante. En gros, dans la nature, les individus qui ont des petites variations qui les aident à mieux s'en sortir dans leur environnement, eh bien ils ont plus de chances de survivre, de se reproduire et de transmettre ces variations. La logique derrière est juste implacable. D'abord, plus d'individus naissent qu'il y a de ressources, donc c'est la lutte pour l'existence. Ensuite, au sein d'une même espèce, les individus ne sont jamais tout à fait identiques. Troisième point, certaines de ces variations donnent un petit avantage. Et enfin, ces avantages sont hérités par la descendance. Faites tourner cette machine sur des millions d'années, et voilà, vous avez l'évolution. Alors on comprend mieux pourquoi il a tant hésité. Publier ça, ce n'était pas juste contredire les autres scientifiques, c'était s'attaquer de front aux bases de la société de l'époque, qui était profondément religieuse. Ça voulait dire que l'être humain n'était pas une créature spéciale, mise au sommet de la création, mais simplement le résultat d'un long processus naturel. Il le savait, le choc allait être terrible. Et donc pendant 20 ans, 20 longues années, il a travaillé en secret. Il a amassé une montagne de preuves. Il a étudié les éleveurs de pigeons, les crustacés, les plantes, tout ce qui pouvait étayer sa théorie. Il voulait que son dossier soit en béton armé avant d'oser le présenter au monde. Sauf que parfois, c'est le destin qui décide. Ou plutôt, dans ce cas précis, la concurrence. Et ça va le forcer à sortir du bois beaucoup plus vite que prévu.
Imaginez la scène, on est en 1858, ça fait 20 ans que Darwin peaufine sa théorie en secret. Et un jour, il reçoit une lettre. Elle vient d'un jeune naturaliste, Alfred Russel Wallace, qui est à l'autre bout du monde, à Bornéo. Darwin ouvre la lettre, lit le manuscrit qui est joint, et c'est le choc de sa vie. Wallace, tout seul dans son coin, venait d'avoir exactement la même idée. La sélection naturelle, l'œuvre de toute sa vie, était sur le point de lui filer entre les doigts. C'est la panique totale. Il risque de tout perdre. Il contacte ses amis scientifiques qui trouvent une solution très élégante. Ils organisent une présentation commune des travaux de Darwin et de Wallace. L'honneur de la découverte est partagé. Mais cet électrochoc pousse Darwin à se dépêcher et à publier enfin son grand livre. Et donc, en 1859, De l'origine des espèces paraît. Et ce n'est pas du tout un livre scientifique obscur. C'est un argumentaire puissant, super bien écrit, bourré de preuves. Le succès est instantané. Le premier tirage est épuisé tout de suite. Le débat, lui, devient mondial. Et même s'il a été très prudent en évitant de parler de l'origine de l'homme, tout le monde avait compris où il voulait en venir. La sortie de ce livre, c'est un véritable tournant. Il y a un avant et un après l'origine des espèces. Le monde de la science, et même la société dans son ensemble, ne seront plus jamais les mêmes. Et cette image, elle résume tout. L'homme que son père voyait comme une honte pour la famille, l'auteur de l'idée meurtrière, il a fini par recevoir le plus grand honneur possible. Être enterré à l'abbaye de Westminster, juste à côté d'Isaac Newton, rien que ça. La boucle était bouclée. Et il n'a pas fallu longtemps. En à peine 10 ans, la communauté scientifique avait accepté l'idée d'évolution comme un fait. Le mécanisme précis, la sélection naturelle, ça a mis un peu plus de temps. Mais l'idée centrale de Darwin, celle d'une vie connectée qui change tout le temps, c'était devenu la pierre angulaire de toute la biologie moderne. Au fond, Darwin n'a pas juste donné une théorie scientifique. Il a offert une nouvelle manière de voir le monde, une perspective qu'il trouvait lui-même pleine de grandeur. Ce jeune homme qui ne trouvait pas sa place a fini par montrer la nôtre, en nous reliant à chaque créature vivante sur cette planète. Et ça laisse une question en suspens, aujourd'hui encore. Maintenant qu'on comprend mieux notre place dans la nature, est-ce qu'on comprend mieux notre responsabilité envers elle ?